Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce 15 avril, nous allons essayer dans cette vidéo de décrypter la situation dans le détroit d'Ormuz qui semble peut-être un petit peu difficile à comprendre puisque là, il y a un double blocage. On n'est plus sur un simple blocage, on est sur un double blocage. Et pourtant, les marchés financiers réagissent positivement. Même le cours du pétrole baisse. On va essayer de comprendre quels sont les records, pas les records. On n'est pas sur des records actuellement, ni sur les indices boursiers, ni sur le pétrole, on est d'accord. Mais on va essayer de comprendre quels sont les ressorts, c'est ça que je voulais dire, les ressorts psychologiques, de psychologie collective du marché en ce moment, et ce qui peut se passer si la situation venait à durer. C'est surtout ça la question. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com pour avoir toutes nos recommandations en temps réel. Donc, ce qui se passe, c'est simple à comprendre. En fait, vous avez le détroit d'Ormuz qui est bloqué par les Iraniens. Alors, Trump s'était excité, il avait demandé à ses alliés de l'OTAN de venir l'aider pour débloquer le détroit. D'ailleurs, il y avait plein de vidéos humoristiques sur le sujet, etc. Et, ma foi, après les pourparlers avec l'Iran qui ont échoué, l'Iran a dit on continue de bloquer le détroit d'Ormuz. Et Trump, après avoir dit on va tout faire péter, il a dit on va faire mieux. On va bloquer le détroit. En fait, vous avez les Iraniens qui bloquent le passage qu'il y a entre leur territoire et Oman, qui est juste en face, d'accord? Et les Américains qui se sont mis en amont, et eux qui bloquent le passage qui permet d'aller vers le détroit. Donc ils bloquent le golfe, en fait, ils bloquent le golfe Persique, que Trump appelle le golfe d'Arabie. Ils le bloquent. C'est-à-dire qu'ils ont mis des bateaux depuis la frontière de l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Iran pour que le blocage fait par l'Iran soit bloqué par le blocage américain qui est en amont. Donc, le détroit reste techniquement complètement bloqué. Il est même encore plus paralysé qu'avant. Mais, vu que les bateaux américains se situent en amont des bateaux iraniens pour le blocage, ça veut dire que c'est les Américains qui ont le contrôle de la situation désormais. Pourquoi font-ils ça? Pour empêcher le commerce avec l'Iran, qu'il soit pétrolier ou autre, de pouvoir se faire. Parce que du coup, par exemple, un bateau chinois qui va passer pour faire des livraisons en Iran, niet. Par contre, un bateau chinois qui va passer pour aller vers le Koweït, ça, oui, ok. Donc, ils vérifient, les Américains vérifient. Il y a des soldats qui montent sur les bateaux en question pour vérifier ce que c'est, de quoi il s'agit, etc. Et puis, à partir de là, ils laissent passer ou ils ne laissent pas passer. Donc, c'est un travail de fou. Hein. C'est un travail beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer. Il y a des milliers de soldats qui ont été mis sur place pour donc faire ce genre d'opération. Donc, en gros, les Américains ont pris le contrôle sur le détroit. Eh bien, figurez-vous que c'est ça que les marchés ont salué. Parce que, en quelque sorte, les marchés se disent, à première vue, comme ça, que le contrôle, désormais, est effectué par les Américains, ce qui est beaucoup plus rassurant que par les Iraniens, ce qui est imprévisible. Mais le problème, c'est que le blocage des Iraniens, il reste en place. Donc il est toujours là, il continue. Les marchés espèrent que les Iraniens lâchent leur blocage dans ce jeu de dissuasion maritime. C'est un jeu de bataille navale assez incroyable. Ils espèrent que les Iraniens lâchent leur blocage, mais si les Iraniens tiennent leur blocage
qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il y aura encore moins de navires qui vont transiter. Il y en avait déjà très peu. On était en temps normal, d'après les sources fiables qu'on a, on ne saura pas exactement, mais on était à plus de 100 navires par jour, 120, 130, 140. On était descendu à 7, 8, 9, 10, donc même pas 10% de la capacité habituelle. Certaines journées, peut-être une vingtaine. Là, on est quasiment à plus rien. Quoi, je crois 3 ou 4 navires hier qui sont passés. Du genre un navire chinois qui va livrer des hydrocarbures au Koweït, par exemple, ou des choses comme ça. Mais le commerce avec l'Iran n'est plus possible, comme je vous l'ai dit. Donc oui, l'économie iranienne va en souffrir, mais est-ce que ça fera plier le régime iranien? On voit que pour l'instant, il est inflexible. Je vous dis, c'est un pari risqué. Et certains observateurs font le parallèle avec la crise de Suez, du canal de Suez, qui a eu lieu il y a tout juste 70 ans, en 1956. Je n'étais pas né. Peut-être certains d'entre vous étaient nés, mais de toute façon, vous étiez, même ceux qui étaient nés, vous étiez tout petits gamins, donc je ne pense pas que vous vous en souveniez. Donc c'est ce qu'on voit dans les livres d'histoire, c'est ce qu'on voit dans les reportages. Encore une fois, on n'était pas là, on n'était pas devant les écrans pour savoir. Mais cette crise du canal de Suez a entraîné la chute narrative, pour le coup, de l'Empire britannique. Parce que les narratifs, les déclassements sociaux, la hiérarchie des actions, on en a parlé, il y a aussi une hiérarchie des nations dans la symbolique. Et ces observateurs se demandent si cette crise d'Ormuz ne peut pas entraîner le déclin du narratif américain, si ça se passe mal. Si ça se passe mal dans le sens les Iraniens tiennent. Parce que si les Iraniens tiennent, le pétrole va remonter. Là, il a baissé parce que il y a une espérance des marchés, encore une fois une confiance supérieure portée dans les Américains que dans les Iraniens, mais si ça dure, il va remonter. Et les marchés vont baisser. Et on finira par avoir les hausses de taux des banques centrales, ce qui est redouté par les économies mondiales, par les économistes, par tout le monde. Donc, c'est un pari qui va peut-être être gagnant, mais encore une fois, si l'Iran tient bon, est-ce que ce pari sera gagnant? Et même si l'Iran lâche, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que Trump lâchera? Ou est-ce que les États-Unis n'en profiteraient pas pour prendre le détroit d'Ormuz? Justement pour rehausser leur narratif, en disant on a gagné, maintenant on contrôle le Golfe. Parce que Trump, si vous voyez bien ses discours du début, il a parlé du détroit d'Ormuz, du canal de Panama, du canal de Suez, tous ces détroits maritimes, tous ces passages maritimes très importants pour le commerce mondial. Il en a parlé et on sait que Trump n'aime pas la mondialisation. Il veut démondialiser. Donc, ne se servirait-il pas de tout cela pour démondialiser à sa manière? Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'était le cas, ça rebattrait complètement les cartes du commerce mondial de manière, pour lui, beaucoup plus efficace que des droits de douane. Et là, il y aurait effectivement, stratégiquement, des réallocations à faire dans les portefeuilles. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est bien trop tôt pour se prononcer. Il faut attendre et suivre attentivement. Pour le moment, le pétrole baisse, les marchés remontent, c'est très bien. Si les Iraniens, dans une semaine, abandonnent le détroit d'Ormuz et disent qu'ils sont pré-négociés, il faudra voir comment les Américains vont réagir. Est-ce qu'ils l'abandonneront eux aussi? Dans ce cas-là, ce sera l'exultation des marchés ou pas. Et ça, personne ne peut le prévoir. Personne ne peut le savoir. On peut juste élaborer des scénarios. Et en fonction des scénarios, anticiper les réactions.
Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous avons un portefeuille adaptatif qui anticipe plusieurs scénarios en même temps. Notre portefeuille croissance revient presque à 8% depuis le 1er janvier, je voulais vous le dire. À très vite sur France Bourse TV.